Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. La neige est tombée par vagues, épaisse et sans direction, enfouissant les traces quelques instants après leur apparition. Le vent hurlant s'abattait sur les falaises et projetait des volutes de givre dans les étroites ouvertures des grottes de la vallée de Halva. À l'intérieur, plus de 3000 Tanari se blottissaient en silence, respirant lentement, comme s'ils essayaient de ne pas gaspiller la chaleur qui leur restait dans les poumons. Le générateur thermique central, une machine récupérée dans une colonie minière abandonnée depuis longtemps, vibra dans une ultime convulsion d'étincelles et s'éteignit. Le bourdonnement qui avait constitué une fragile barrière entre la vie et la mort s'évanouit, ne laissant que le gémissement du vent et l'écho lointain et sourd de l'effondrement. L'ancien Tariq avançait lentement dans les couloirs creusés de cavernes, ses longues robes d'écailles traînant dans la poussière gelée. Son corps, grand et mince, les yeux creux profondément enfoncés sous des crêtes osseuses, était enveloppé de couches de tissu grossier et de plastique thermique, arrachées à de vieilles caisses de provisions. Le bleu métallique de sa peau s'était terni en un gris ardoise, et ses mouvements trahissaient la douleur de ses articulations gelées. Tout autour de lui, les ternaris s'accrochaient les uns aux autres, des familles liées par le sang ou le désespoir. Des enfants aux joues translucides gémissaient contre le cou de leur mère. Les anciens ne parlèrent plus. Ceux qui étaient assez forts se tenaient à l'entrée, attachant des bandes de tissu blanc à des tuyaux de métal rouillés, symbole de reddition dans la coutume ternari. « Nous ne survivrons pas à une autre nuit », murmura Tarouk, sa voix fantôme dans la pierre. Il s'arrêta près d'un groupe de jeunes hommes rassemblés pour discuter des conditions de la reddition. L'un d'eux, Ral, les paupières jaunes tremblant de fureur, s'exprima avec une défaite silencieuse. « Nous nous offrons, ou nous laissons le Brécal nous emporter morceau par morceau. » À l'entrée de la grotte, les contours de l'approche du Brécal se dessinaient déjà au loin. Une fumée noire tourbillonnait dans le ciel blanc. Des incendies signalaient la chute des dernières défenses extérieures. Aucune négociation n'était possible. Les Brécals refusaient de négocier. À la peau épaisse et à la silhouette bestiale, les Brécals étaient des brutes de 2 mètres 20 taillées pour l'usure. Leur peau, superposée en carapace d'obsidienne mate et de kératine couleur os, résistait à tout, sauf aux tirs pulsés de très forte intensité. Leurs mandibules claquaient à leur approche, un son qui ne quittait jamais les oreilles de ceux qui leur avaient survécu. Ils portaient une armure segmentée ornée de motifs cramoisis, peints à même leur chitine, signe de conquête et d'avertissement. On ne se rendait jamais au Brécal et on vivait avec un nom, et pourtant les Tanari ne s'enfuyaient pas. Il n'y avait plus nulle part où aller. Puis, un son qui n'était ni issu du vent ni de la guerre. Il s'éleva tel un grondement arraché à des poumons métalliques. Mécanique, guttural, différent de tout moteur bracal. Le bruit était anormal, étranger même aux Ternari. Il les coupa le souffle. Pas des bruits sourds ni des cris, mais des moteurs humains. 6 faisceaux de lumière transpercèrent la tempête comme des lames, des phares montés sur des coques renforcées repoussant l'obscurité. Les transports sillonnèrent la neige jusqu'aux genoux avec une détermination constante et grinçante, pas rapide, mais implacable. Leurs pas rongeaient la terre gelée et faisaient vibrer la vallée. Le premier véhicule s'arrêta à 30 mètres de l'entrée de la grotte. La trappe latérale s'ouvrit en sifflant et une silhouette sombre émergea, s'élevant lentement de la trappe de commande sur le toit. Enveloppé dans une tenue thermique noire, il portait une veste de combat renforcée, marquée de givre, et une lourde écharpe serrée sur sa bouche. La neige avait déjà gelé dans ses courts cheveux couleur acier, et son regard, pâle et dur, se fixa immédiatement sur les crêtes de la falaise. Le lieutenant Gustave Danner n'avait pas besoin d'être accueilli. Il n'en attendit pas un. Il leva une main gantée et tapota le côté de son bracelet creux. La carte s'illumina, des projections en arc de cercle dans toutes les directions. Il la parcourut une fois, puis enclencha le système de communication de l'escouade. Sa voix était basse et calme, transmise par radio analogique. Déploiement du schéma ECHO 4. Verrouillage du col Est. Nous ne sommes pas là pour une évacuation. La réponse arriva aussitôt. Bien reçu. ECHO 4 en mouvement. Dané tourna lentement la tête et regarda l'entrée de la grotte. Dané tourna lentement la tête et regarda l'entrée de la grotte. Des dizaines d'yeux écarquillés le fixaient, des civils Tanari figés sur place,
trop effrayé pour espérer et trop engourdi pour fuir. Il se pencha légèrement en arrière, ajusta le fusil attaché dans son dos et reprit la parole dans son communicateur. « Commencez l'encerclement. S'ils pensent que nous sommes venus pour les réfugiés, ils vont vite apprendre. Nous sommes venus pour chasser, et le bricole est devenu notre proie. » Les autres transports avançaient en grondant, s'éloignant à l'entraînement. La neige explosait sous leurs chenilles, tandis qu'ils se mettaient en formation, naviguant avec une assurance absolue. Chaque équipage connaissait sa place. Pas de drapeau, pas de bannière, juste de l'acier froid, des regards froids et une mission plus froide encore. Les anciens Ternaris s'écartèrent, tandis que des soldats en armure adaptative, sombres, les dépassaient. Les humains n'étaient pas monstrueux. Leur visage ne laissait transparaître aucune cruauté, aucune soif de domination. Mais ils irradiaient une force, une autorité qui ne demandait pas à être obéie. Chacun se déplaçait avec une détermination délibérée, scrutant, se positionnant, établissant des champs de tir sans un mot perdu. Parmi les réfugiés, une femme nommée Chari se tourna vers son fils et murmura « Sont-ils des dieux ?» Son fils, à peine en âge de parler, observait les silhouettes en noir se déployer avec une discipline absolue. Dané descendit de son perchoir, ses bottes s'enfonçant dans la neige avec un crissement. Un grand Ternaris s'avança. Probablement un coordinateur communautaire ou un ancien, il tendit la main en guise de salutation. « Je suis Tarek du 4e, inutile. » Dané le coupa doucement mais fermement. « Gardez vos gens à l'intérieur. Nous aurons besoin de votre aide la plus rapide pour guider les médecins vers les cas les plus graves. » C'est tout pour le moment. Ce n'était pas un congédiement. C'était un ordre déguisé en courtoisie. Et Tarek, malgré lui, obéit. À l'entrée de la grotte, les soldats de la 9e division frontière se déployèrent en unité de 2 hommes, sécurisant la pente et marquant leur position. Derrière le premier convoi, un soldat émergea, portant une grande caisse. Il la déposa, près de l'entrée, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des rations, des couvertures thermiques et des trousses de premiers soins, toutes étiquetées en 4 langues, dont le ternari. Le premier enfant tendit la main pour en toucher un. Le soldat, un homme grand, à la peau sombre et portant une longue cicatrice sur la mâchoire, le remarqua et hocha la tête. « Prends-le, tu en auras besoin ce soir. » Le garçon tressaillit, mais obéit. Au-dessus d'eux, le vent hurlait plus fort, comme furieux que son emprise mortelle sur la vallée ait été rompue. Mais ce n'était plus suffisant. Plus maintenant. Dané leva la tête vers la fumée à l'horizon. Les bricoles arrivaient. Ils avaient écrasé toutes les positions précédentes. Mais maintenant, ils pénétraient sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Un soldat cria depuis la crête. « Lieutenant, nous avons des signatures thermiques en approche. 15 clics. » Formation standard. Danner ne bougea pas. Laissez-les venir. Il se retourna vers la grotte et fit un signe de tête en direction de la masse de Ternaris aux yeux écarquillés qui les observaient. « Vous avez tenu plus longtemps que la plupart, » dit-il assez fort pour être entendu. « Vous tiendrez encore un peu. » Puis il regarda la neige, étudia les lignes de crête et tapota de nouveau sa carte. « Déplacez notre équipe d'artillerie vers le delta de la grille. Ayez un viseur rudi dans le col. S'il pousse par là, nous peindrons l'intérieur des grottes en rouge. » L'espoir n'était pas encore vivant. Mais quelque chose d'autre était arrivé. Quelque chose de plus dur. Quelque chose de plus froid que la glace du dehors, mais de plus chaud que la reddition. Et pour la première fois depuis des semaines, personne ne saisit les drapeaux blancs. Un silence s'installa, tendu, incertain, mais plus creux. Du fond des grottes, un enfant ramassa le tissu blanc tombé et le tint à 2 mains, puis, lentement, sans bruit, le plia et le reposa. Les pelles frappèrent la glace avant le lever du soleil. Quelques minutes après avoir sécurisé l'entrée de la vallée, le lieutenant Danner avait déployé 3 équipes de protection et commencé à creuser la première d'une douzaine de lignes de repli sur les crêtes nord. Le vent hurlait sur les hautes pentes, lacérant les chairs exposées par les fissures du blindage. Mais les hommes de la 9e division frontière travaillèrent sans relâche. Le sergent Cohen rapporta que le quadrilatère 7 était sécurisé, tirant une barricade démontable en place et l'ancrant entre 2 colonnes rocheuses naturelles. Il ajusta son recycleur et leva une main gantée vers une 2e équipe descendant de la crête. « Posez les pics. S'ils avancent dans cette direction, je veux que des charges de fusion soient enfouies tous les 6 mètres. » Dané se tenait à un point de vue dominant le col central, une carte creuse clignotant sur son avant-bras.
Son regard suivait chaque creux dans la neige, chaque entonnoir naturel. La vallée était un piège à construire. Verrouillez cette selle au point delta. C'est assez étroit pour canaliser l'infanterie. Nous utiliserons les murs pour faire rebondir les amas de fragments, ordonna-t-il en se connectant à son système de communication. Dit à Rudy de calibrer pour les arcs de superposition. Je veux des tirs croisés d'ici la tombée de la nuit. Plus bas sur la pente, le caporal Méric et le spécialiste Aron avaient commencé à transformer l'intérieur du réseau de cavernes en un lieu fonctionnel. La plus grande salle devint le triage. Une autre, près de l'entrée et du tunnel, devint un dépôt, signalé par du ruban phosphorescent récupéré sur un vieux kit de signalisation minière. Aron arracha les panneaux lumineux cassés et les remplaça par des bandes à faible énergie provenant des transports. Les Ternari observèrent la scène avec une confusion silencieuse. Certains tressaillirent au passage des humains, se demandant encore si ces guerriers étaient venus se battre pour eux ou simplement se battre, mais ils se déplaçaient avec une telle détermination, une telle efficacité, que la peur laissa peu à peu place à autre chose. Dans une salle plus petite, 2 ingénieurs étaient agenouillés au-dessus du générateur thermique hors service, panneaux ouverts, les doigts irrités par le froid. Le sergent Malik essuya les cristaux de glace de ses cils et grogna, les compresseurs ayant éclaté. Il va falloir réparer un joint de pression si on veut du débit. On s'en occupe déjà, répondit le soldat Eden, les poignets plongés dans l'admission de liquide de refroidissement. Il y a un condenseur grillé dans l'un des chenilles minières accidentées. Je vais le démonter. Bougez avant la nuit. Pendant qu'il travaillait, la température dans les grottes a baissé d'1 demi-degré. Chaque seconde comptait. Dans l'infirmerie improvisée, Jolene se déplaçait, manches retroussées, les mains fermes. Son visage était enveloppé d'une cagoule chirurgicale. Les yeux cerclés de rouge par le vent. Du sang s'était incrusté sur ses gants, mais elle ne s'arrêta pas. L'enfant devant elle, à peine sorti de l'enfance, frissonnait contre le rocher. Sa peau d'un gris-violet pâle, marquée de fines crêtes fractales sur la mâchoire. Les enfants Ternari avaient des couches dermiques sous-développées, sensibles au froid et au toucher. Sa jambe gauche était entaillée, la peau décolorée. Jolene s'agenouilla. « Je ne vais pas te faire de mal. » Il tressaillit au son de sa voix. Elle ouvrit une pochette, en sortit une compresse thermocellable et la déroula avec une rapidité maîtrisée. Un instant plus tard, un antiseptique siffla sur la plaie, et le garçon poussa un cri bref et aigu. Elle pressa le seau sur la plaie, puis y appliqua une bande de ruban isolant. Ce n'était pas un travail propre. C'était rapide, efficace. Puis, marmonna-t-elle en se levant. Alors qu'elle se retournait, 2 femmes Ternari, toutes 2 coiffées d'épais foulards et couvertes de brûlures de gelure sur les mains, s'avancèrent, accompagnées de 3 autres enfants. L'une d'elles déballa un foulard et s'en servit pour essuyer délicatement la saleté du visage de son enfant avant de le lui présenter. Pas un mot, juste des hochements de tête. Compréhension. À la sortie du poste de triage, Danner s'engagea dans le couloir principal, le sergent Cohen et le caporal Bren à ses côtés, le visage tiré, concentré, la voix posée comme toujours. « Aucun renfort n'arrive », dit-il d'un ton neutre aux 3 anciens Ternari qui attendaient à l'ombre d'une poutre effondrée du tunnel. Cette vallée s'arrête avec nous, d'une façon ou d'une autre. Tarak, le souffle visible dans l'air glacial, serra les mâchoires. On ne peut pas tenir la vallée avec seulement « je n'ai pas besoin de la retenir. Je dois les saigner ici, briser leur élan, les faire payer pour avancer d'un pas. Et après ?» demanda Ral. « On s'adapte », répondit Danner. « Déjà en marche. Ou on meurt. » Il ne ralentit pas. Derrière lui, Bren tendit aux anciens un bloc-notes contenant une liste de fournitures, d'outils et de survivants aptes au travail. Organisez-vous. Nous n'avons pas besoin de guerriers. Nous avons besoin de logistique. À midi, les lignes défensives avaient pris forme. La neige était accumulée en fausses crêtes pour dissimuler les positions de tir. Les signatures thermiques étaient masquées par une bâche réfléchissant les impulsions. L'entrée de la vallée était constellée de fils-pièges et de balises de détection cannibalisées par d'anciennes tours relais. Les bacals ne la remarqueraient qu'une fois à l'intérieur. À la tombée de la nuit, le générateur s'éteignit une fois, puis laissa échapper un léger bourdonnement, faible mais constant. Une brume chaude commença à s'élever du sol de pierre, tandis que le givre cédait la place à la respiration. L'air monta de 2 degrés, pas assez pour le confort,
mais suffisamment pour ralentir la mort. À l'intérieur, Jolene retira ses gants et fléchit les doigts. Elle regarda autour d'elle. Les enfants ne pleuraient plus. Non pas parce qu'ils étaient en sécurité, mais parce qu'ils étaient occupés à manger. Les rations humaines avaient un goût de cendre, mais elles étaient chaudes. Les Ternaris les prirent. Nul besoin de la remercier. Dané la dépassa en se dirigeant vers le passage nord. « Vous avez 1 heure, dit-il. » Elle hocha la tête. « Nous serons prêts dans une demi-heure. » Dans les grottes, de vieilles cartes minérales étaient cartographiées, avec des lignes de tir. Les blessés étaient repositionnés plus près du centre. Les personnes âgées avaient la priorité. Même les jeunes, s'ils pouvaient marcher, étaient répartis en équipes de ravitaillement ou en coursiers. La discipline n'était pas une exigence. Elle se transmettait par l'exemple. L'un des Ternaris les plus âgés, jusqu'alors, s'avança pour aider à soulever une caisse à côté d'un soldat. Aucune instruction, juste un geste. Les autres suivirent. Cette nuit-là, sous un ciel d'ardoise éclairé seulement par l'écho de feux lointains, Danner se tenait au bord d'une crête, regardant la neige se calmer. Derrière lui, la vallée ne ressemblait plus à une tombe. On aurait dit une arme qu'on aiguise. Et d'heure en heure, la lame refroidissait. Un fracas aigu résonna dans l'un des tunnels latéraux lorsqu'une caisse de ferrure récupérée bascula, se répandant sur la pierre. Un jeune Ternari nommé Cage se précipita pour ramasser les morceaux, le souffle embué par le froid. Le soldat Eden, accroupi non loin de là, branchait une valve de pression dans un conduit thermique improvisé. Sans lever les yeux, il poussa l'un des raccords vers le garçon d'un coup de botte. « Attention, marmonna-t-il. Celui-là explose si on manipule mal le joint. » Cage se figea, les yeux écarquillés. Eden jeta un coup d'œil, esquissa un léger sourire narquois sous son écharpe et retourna au câblage. À travers les grottes, le mouvement remplaça l'attente. Les mains Ternari, aux doigts longs et agiles, aux motifs écailleux allant du bronze lisse au gris pâle, commencèrent à s'adapter au rythme des humains. Dans un étroit passage transformé en avant-poste, 2 ingénieurs Ternari ajustèrent l'alignement d'un capteur de proximité récupéré à l'aide d'un scanner minier débarrassé de son blindage. Le sergent Malik vérifia l'affichage. Ça tient. Répétez l'opération tous les 20 mètres dans ce tunnel. Tarek se tenait à proximité, les bras croisés. Il servait autrefois de puits de refroidissement. Il plonge, puis se courbe vers la surface. On pourrait y placer des charges et faire s'effondrer le passage. Malik hocha la tête. Marquez le rocher. On s'occupe du reste. De l'autre côté de la salle centrale, le caporal Bren effectuait un exercice de combat avec une demi-douzaine de jeunes volontaires Ternari. Au début, ils se déplaçaient maladroitement, peinant à équilibrer leurs carabines standards, adaptées à leur physiologie. Mais ils apprenaient vite. On ne tire pas sans être absolument sûr de ce qu'on touche, dit Bren en faisant les 100 pas derrière eux. On ne fait pas de trou dans le noir. On attend, on respire, on serre. Il se tourna vers l'une d'elles, une femme à la peau ocre et aux tempes légèrement jaunies. Elle était plus jeune que les autres, mais tenait fermement le fusil. « Montre-moi. » Elle s'agenouilla, scruta le champ simulé et marqua 3 cibles lumineuses en moins de 2 secondes. Bren haussa les sourcils. « Elle reste dans mon équipe !» dit-il à Cohen, observant depuis l'entrée. Sur une table voisine, d'anciennes cartes de grotte étaient déroulées sur une pierre plate. Dané les étudiait aux côtés d'un géomètre Ternari nommé Nurek, dont les yeux étaient bifurqués horizontalement, une paire lisant, l'autre observant l'expression de Danner. Ces trous n'ont pas été rénovés depuis des décennies, admit Nurek en traçant du bout du doigt griffu une ligne gravée dans le parchemin. Mais ces évents et ces tunnels existent toujours. Certains n'ont pas été utilisés depuis l'effondrement de la mine. Danner se pencha plus près, son doigt tapotant un nœud ramifié près de la crête ouest. « Cela relie le ravin extérieur ?» ?»« Oui. Mais l'ouverture est enfouie sous 5 mètres de glace. » Danner regarda par-dessus son épaule. « Malik. »« Oui, monsieur. Déterrez-le. C'est notre tunnel de secours. » Nurek cligna des yeux, surpris que vous lui fassiez confiance. « Si ça nous mène derrière leur flanc, je m'en sortirai moi-même. » Cette nuit-là, la 1 repatrouille de Brocal arriva à portée. 4 d'entre eux, 2 fantassins standards, un lourd et un éclaireur, avançaient dans la congère avec discipline. Leur silhouette massive était floue par la tempête. Des grognements sourds et des bourdonnements métalliques
vibraient sous leur allure exoblindée. Chacun portait le sceau cramoisi de la mandibule gravé sur ses épaulières. Ils n'avaient pas fait 30 pas dans la vallée. Un craquement unique résonna dans le vent. L'un des bracals tomba sans bruit, un trou net percé au centre de sa tête chitineuse. Les autres se figèrent. Un autre coup de feu. Pas de flamme au canon. Aucune source visible. Un deuxième corps s'effondra, secoué de soubresauts. La moitié de son bras s'était évaporée. Là-haut, allongé sur un affleurement enneigé, Rudy ajusta sa lunette. Le vent dérivait à 2 degrés à gauche. Il visait vers l'est. Il actionna la culasse avec une précision lente et méthodique, le froid du fusil lui mordant la joue. 2 ternarii étaient accroupis derrière un rocher enneigé, les yeux rivés sur le champ de bataille. L'un d'eux, Yarney, un ancien technicien minier aux mâchoires marquées d'argent, murmura, stupéfait. Ils voient avant qu'ils ne respirent. Ils restèrent immobiles jusqu'au dernier coup de feu. Le dernier bracal, lourd, tenta de s'enfuir. Rudy ne tira pas. Il attendit. La créature ralentit, confuse, hésitante, puis le troisième coup la toucha à la nuque. La voix de Danner résonna dans les communications. Nettoyer, marquer la piste, dépouiller les corps avant que la prochaine neige ne les recouvre. Au matin, les équipes de travail Ternary récupérèrent des armes, des pièces d'armure et des éléments de matériel de communication. Des soldats humains leur montrèrent comment désamorcer les grenades brécales, comment retirer les cellules d'énergie sans déclencher leur dispositif de sécurité. Personne ne parla beaucoup. À l'extrémité du versant sud, Cohen menait une escouade qui chargeait sur un sentier qui serpentait à travers une étroite brèche dans la paroi de la falaise. « Nous utilisons leurs anciennes voies de ravitaillement contre eux », dit-il à Danner par radio. « Bien, » répondit Danner. « Ils s'attendront à une résistance au front, fais-leur craindre la neige. » Cette même nuit, 3 autres patrouilles disparurent. À la fin de la semaine, ce n'était plus le silence qui régnait sur les canaux de Brécal. C'était le grésillement, la panique, la confusion, des rapports fragmentés d'ombre dans la neige, de mains froides, les tirant vers le bas, dans le blanc. À l'intérieur des grottes, Jarn portait un petit paquet vers un poste central. Il le tendit au sergent Malik, révélant un jeu de filtres respiratoires que lui et son équipe avaient récupéré et nettoyé. « Nous en avons réparé 6, dit-il. Les vôtres étaient fissurés. » Malik les prit, tourna le paquet dans ses mains, puis croisa le regard de Yarn. « Bon travail, dit-il. » Les mots étaient rares, mais à cet instant précis, ils signifiaient tout. Non loin de là, un groupe d'enfants s'était rassemblé à l'entrée de la grotte. Ils regardaient Rudy revenir de la crête, le fusil en bandoulière, le visage engourdi par le gel. L'un des ternarii les plus âgés se pencha et murmura quelque chose dans leur langue maternelle. Les enfants écarquillèrent les yeux, comme s'ils avaient vu un fantôme descendre de la montagne. L'un d'eux murmura un nom qu'ils avaient inventé, un mot qui n'existait dans aucune des 2 langues, juste le son de la crainte et du gel. Ce soir-là, alors que les feux s'éteignaient et que la chaleur du générateur commençait à s'estomper, Danner rassembla ses chefs d'escouade pour un briefing. La carte était étalée sur une caisse marquée de dizaines d'épingles rouges. Ils explorent. Ils ne savent pas vraiment ce qui les frappe, mais ils commencent à hésiter. C'est le moment d'agir. Continuez à faire tourner vos équipes. 1 heure de repos. 3 heures de travail. S'ils s'arrêtent, on commence à prendre des pièces. Cohen leva les yeux de la carte. Ils ont peur. Dana le regarda dans les yeux. Alors, on fait notre travail. Il regarda par-dessus les soldats vers le tunnel extérieur, où Tonari évoluait désormais aux côtés des humains, empilant des caisses, installant des charges thermiques, renforçant les barricades. Il pensait avoir détruit cet endroit, dit-il doucement. Maintenant, ils y saignent. Et tandis que le vent se levait à nouveau et que le gel commençait à gagner la vallée, les bracals apprirent à craindre la neige. Car, enfoui sous lui, quelque chose de plus froid s'était réveillé. Une brise soufflait sur la crête. Dans la neige, l'empreinte d'une patrouille de bracals s'estompait, lentement engloutie par le froid. La peur ne murmurait plus. Elle pulsait. Un grondement sourd et rythmé parcourut la vallée juste avant l'aube. 3 battements, puis le silence. 10 minutes plus tard, elle revint. Cette fois, accompagnée de voix chargées de parasites, résonnant dans des haut-parleurs dissimulés dans la paroi rocheuse au-dessus de la ligne de tranchées avancée de Bracal. Unité 12, repli. Coordonnées compromises.
Ils sont à l'intérieur. Le message s'interrompit au milieu d'une phrase, remplacé par un cri déformé et une violente réaction. Puis le silence retomba. Le chef de la patrouille de Brekal, un guerrier aux larges épaules nommé Ranak, grogna et frappa le mur de glace de son poing griffu. Son souffle s'échappait des interstices de son protège-menton, ses mandibules tremblant de frustration. Le son était sans source, sans direction. À chaque mouvement, il les suivait. À la 3e répétition, 3 soldats avaient complètement abandonné leur poste. Sur les collines, enfouis dans une poche de neige naturelle, le spécialiste grand surveillait l'affichage de son émetteur. Ils essaient de brouiller le signal, mais ils n'arrivent pas à le localiser. Cohen, accroupi à côté de lui, un fusil à lunettes sur les genoux, sourit. Ce cri qu'on a échantillonné la semaine dernière, celui de leurs propres journaux de communication, grand acquiesça, montez le son la prochaine fois. De retour dans les grottes, Danner arpentait la pièce à côté d'une projection de la formation ennemie, en rouge terne, sur le sol. Je veux que tous les intervenants soient transférés sur la crête secondaire avant la tombée de la nuit, dit-il au caporal Bren, et qu'on déclenche 3 autres explosions à retardement après le repli. Pas de confrontation directe. Juste du bruit et des flammes. Oui, monsieur? Une confrontation. Juste du bruit et des flammes. Oui, monsieur? Le regard de Danner se rétrécit tandis qu'il étudiait les signatures thermiques pulsées des unités Bracol regroupées trop près d'une fourche de canyon. Et dit à Oscar de préparer le repas. Sous un ciel pâle et sans nuages, Oscar traversa péniblement un étroit défilé bordé de rochers fins comme des aiguilles et d'une ligne d'arbres inégale et couverte de givre. 3 ternaris le suivaient de près, Sarat, Val et Larn, chacun enveloppé dans des capes thermiques récupérées et portant une caisse à moitié vide marquée de glyphes Bracal. Ici, dit Oscar, s'arrêtant juste avant un virage où la paroi du canyon se recourbait sur elle-même. On dirait un abri? Non? Tu vas ranger les provisions ici, laisser quelques traces de pas, puis tu partiras. Sarat, l'aîné, fronça les sourcils. Ils trouveront la nourriture trop facilement. Oscar s'agenouilla et ouvrit un kit d'entretien attaché à sa hanche. Voilà l'idée. En 40 minutes, il avait transformé un panneau de coque brisé, 2 cordons détonateurs récupérés et une pile à combustible fissurée en un piège sensible aux impacts, fixé au fond de la caisse de nourriture. Le contenant extérieur avait été recouvert de sang de bricole, récupéré sur un soldat tombé au combat, pour lui donner l'air d'un engin récemment abandonné. 1 heure plus tard, une escouade bricole de 4 hommes la trouva, affamée, frigorifiée, silencieuse. Ils ouvrirent la caisse. L'explosion résonna à des kilomètres. À l'arrière des lignes ennemies, l'exécution commença avant le lever du soleil. Un éclaireur subalterne nommé Druck fut arraché de son poste par son commandant et jeté dans la neige avant le reste de l'escouade. Son commandant l'avait arrêté à son poste et l'avait jeté dans la neige avant le reste de l'escouade. Accusé de lâcheté pour avoir signalé des attaques fantômes sans laisser de traces physiques, il reçut une pointe de plasma en pleine poitrine. Son corps siffla dans la neige, son armure encore fumante, comme un avertissement. En milieu de matinée, 3 autres bracals avaient été purgés pour hésitation. Cette nuit-là, le mouvement s'est intensifié dans les étroits tunnels sous la crête sud. Le lieutenant Danner, le sergent Cohen et une équipe de 5 hommes avançaient dans un puits à peine plus haut qu'un accroupissement, guidé par l'éclaireur Ternary Nurek. Les tunnels étaient étroits et sinueux, creusés il y a des siècles par des mineurs automatisés et oubliés de la plupart. Nurek s'arrêta à une intersection et pointa à gauche. Là-haut, on arrive derrière leur ligne de mortier. Vous verrez la chaleur s'échapper par les bouches d'aération latérales. Cohen retint son souffle tandis qu'il grimpait. « Tu es sûr que c'est stable ?»« Non, » dit Nurek d'un ton neutre. « Mais si ce n'était pas le cas, tu serais déjà mort. » Les humains émergèrent sous une crête peu profonde recouverte de mousse gelée. Au-dessus d'eux, 2 équipages de Bracal étaient penchés sur des plateformes de tourelles. Danner leva la main. L'escouade se déploya. 15 secondes plus tard, les 2 mortiers explosèrent. Les charges posées se déclenchèrent simultanément sous leurs chargeurs de munitions. Les humains se réfugièrent sous terre avant que les flammes ne soient complètement éteintes. Au même moment, 3 ternaris et 2 éclaireurs humains exécutèrent une fausse manœuvre de repli par le sentier sud. Ils larguèrent des grenades fumigènes, abandonnèrent leur équipement et traînèrent un cadavre, figé,
les yeux encore ouverts, à découvert, laissant une traînée de sang délibérée dans la neige. Alors que les bricoles avançaient prudemment vers le site, 2 mines directionnelles explosèrent derrière eux, déchiquetant l'escouade de l'arrière vers l'avant. Yarn, accroupi au bord d'un banc de neige, regardait les corps tomber. « Étaient-ce les derniers ?» demanda-t-il. Le soldat Eden jeta un coup d'œil à son écran de détection. Dernier pour l'instant. Yarn baissa les yeux vers le fusil qu'il tenait à la main, fabriqué par un homme, mais désormais marqué d'une fine ligne rouge gravée sur la plaque latérale. Nous devrions multiplier ces traces. Les jours suivants, les sabotages s'intensifièrent. Les dépôts de bricoles commencèrent à signaler des caisses manquantes, des transporteurs endommagés ou des rations empoisonnées. Une plateforme de ravitaillement en carburant fut retrouvée renversée, son opérateur empalé sur un mât d'antenne. Une tour de signalisation bricole diffusa des prières ternaries en boucle pendant près d'une demi-journée avant d'être réduite en cendres par l'une de leurs propres pièces d'artillerie. Les humains n'ont jamais laissé de signature, les Tanari n'ont jamais laissé de témoins. Et ils commencèrent à graver une marque rouge sur leurs fusils, une pour chaque piste qui ne menait pas au retour, chaque marque silencieuse et délibérée, comme un décompte gravé dans la mémoire. À la fin de la semaine, les lignes de front de Bracal commencèrent à s'effondrer, non pas sous l'effet de la puissance de feu, mais de l'incertitude. Les positions défensives furent renforcées dans les zones où aucune attaque ne se produisait. Les officiers effectuaient une rotation des postes de commandement toutes les 4 heures. Les ordres de combat devinrent paranoïaques et erratiques. Certaines escouades refusèrent tout mouvement après le coucher du soleil. Dans une caverne sombre éclairée par une unique ampoule orange, Danner retrouva Bren, Cohen et Tariq. « Ils se replient », dit Bren en tapotant du doigt la carte de projection mise à jour. « Pas tactiquement, juste en retrait. Nous n'avons pas tiré un seul coup depuis 2 jours. » Tariq observait en silence, les bras croisés sur la poitrine. « Et maintenant, ils se regroupent, » dit Danner. « Construisons quelque chose de plus grand, de plus intelligent, mais ça n'aura aucune importance. » Pourquoi ? Danner ne leva pas les yeux. Parce qu'ils avaient déjà perdu l'essentiel du combat. Dehors, au-delà des barricades et des champs de mines, un capitaine Bracal était agenouillé près des restes brisés d'un de leurs éclaireurs, à moitié enseveli sous la neige, la poitrine brûlée. Ses yeux balayèrent les collines, scrutant l'horizon blanc. Du vent parvenait l'écho lointain d'une voix humaine, à peine audible, filtrée par une distorsion calme, répétant une phrase unique. « Ils sont déjà là. » Le capitaine se leva lentement. Ses mandibules claquèrent 2 fois. « Reculez !» grogna-t-il. « Toutes les escouades, regroupez-vous. On ne combat pas l'obscurité. » Tandis que ses troupes obéissaient, abandonnant la pente une à une, la neige s'agita derrière elle. Depuis la crête, Danner observait la neige tomber, son expression sculptée dans le même gel qui recouvrait la vallée. La chasse n'avait pas cessé. Au matin, la chasse avait changé de forme, mais pas de direction. Un drone bourdonnant traversa le matin glacial, bas et rapide, sa coque noire élégante glissant juste au-dessus du fond de la vallée. Il s'arrêta, s'inclina dans les airs, puis émit un balayage thermique focalisé qui balaya la neige comme une lente vague de lumière. Quelques instants plus tard, un deuxième drone suivit celui-ci, plus lourd et blindé, traînant un faisceau de capteurs rouges alors qu'il recherchait tout signe de vie. Depuis les falaises, Rudy les observait tous deux à travers la lunette de son fusil. « 2 modèles de reconnaissance, » murmura-t-il. L'un reniflait la chaleur corporelle, les autres marquaient les zones statiques. « On a de la compagnie. » Cohen ajusta l'écran de liaison montante à côté de lui et plissa les yeux. Les relevés indiquent qu'ils émettent des bips toutes les 20 secondes. Ils balayent en profondeur. Ils essaient d'attirer les tirs. Pas les nôtres, ils les trouveront, marmonna Rudy. On a enfoui la chaleur à 2 mètres de profondeur. La voix de Danner grésillait dans les communications. Arrêtez vos tirs. Laissez-les s'engager. Dans les grottes, le feu avait été éteint, non par manque de combustible, mais pour effacer la signature. Des leurres thermiques étaient disséminés sur les crêtes supérieures, de vieux noyaux de batterie enveloppés dans du tissu isolant ternari et reliés à des pierres chaudes et humides, juste assez pour imiter un battement de cœur. Aux abords de la vallée, de faux abris avaient été construits avec des couvertures thermiques résiduelles, modelés pour ressembler à des corps en mouvement sous des scanners basse résolution. Les Bracal ne chargeaient plus.
Ils cherchaient. La première vague de chars lourds arriva au crépuscule, 10 d'entre eux marchant en formation, chaque soldat plus large qu'un humain, enveloppé dans une armure adaptative en chitine, renforcée par des plaques hydrauliques. Leur respiration sifflait à travers leurs conduits vocaux. Certains portaient des masques gravitationnels, d'autres des lances à arc électrique pulsaient en bleu grâce à l'énergie accumulée. Au-dessus d'eux, 2 autres drones planaient, flanquant la formation tels des loups. Ils avançaient droit vers le col central. C'est là que les mines les attendaient. La première s'est déclenchée juste après le marqueur 22. Il projeta un bracal à 6 mètres de hauteur, déchiré en deux avant de toucher la neige. Les autres ne marquèrent qu'une seconde d'arrêt, puis avancèrent. La salve suivante ne fut pas explosive. C'était un tir de précision, coordonné sous 3 angles, recoupé grâce à des points de visée intégrés dans les rochers par l'escouade de Bren plus tôt dans la matinée. Les angles étaient si nets que les 4 premiers bracals tombèrent simultanément, chacun percé d'un trou à la place de leur visière. Un 5e fit demi-tour pour battre en retraite. C'est alors que la 2e mine explosa. Celle-ci était une charge creuse fabriquée à partir d'une barre de combustible comprimé et d'une plaque de pression extraite d'une soudeuse ternarie en ruine. Elle lui arracha les jambes. Dans la caverne de commandement, Danner observait la vidéo, les bras croisés. Les signatures thermiques de Bracal vacillèrent, se dispersèrent, puis disparurent. « Ils ne sondent plus, dit-il. Ils testent les faiblesses. Ils n'en trouveront pas, répondit Cohen. On leur a donné un labyrinthe avec une seule issue, et il est miné. Danner ne sourit pas. Il se contenta de consulter la carte, doubler les pièges près du secteur 3, puis attraper Tarouk et les autres anciens. Je veux parler. 10 minutes plus tard, 4 ternaris se tenaient dans la salle centrale. Tarouk, Ral, Nurek et un jeune homme nommé Hanel, dont les marques conservaient encore des traces de couleur sous la crasse. Tous portaient des vêtements en patchwork renforcés de plaques et d'isolants, les mains gercées, le regard dur. Dana ne se donna pas la peine de se présenter. Il s'avança, désignant d'un signe de tête la carte tactique derrière lui. Tu connais cette vallée mieux que quiconque. C'est pour ça qu'on a tenu si longtemps. Mais il faut que tu comprennes quelque chose maintenant. Cet endroit n'est plus ton refuge. Turok fronça les sourcils. Vraiment? Non, dit Danner en désignant la route d'avance de Brécal. C'est notre arme. Il fit le tour de la carte d'un doigt ganté. Le col, la crête, les tunnels de glace, le où pour nous. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêts. Vous n'avez plus besoin de protection. Vous êtes la ligne. Les autres échangèrent des regards durs, silencieux, mais sans aucun doute. Puis Zener s'avança. De quoi avez-vous besoin? À la tombée de la nuit, les ternaris avançaient dans les cavernes par paires coordonnées, chacun portant un paquet de grenades reliées par radio. La conception était rudimentaire. Des unités de communication dénudées, câblées dans des noyaux de fragmentation, synchronisées pour exploser par signal manuel ou par impulsion vocale sur ondes courtes. Ils avaient testé le système plus tôt dans la journée dans la carrière gelée au-dessus des grottes. Il fonctionnait. Sarrett mena l'une des premières équipes, ses mains griffues serrées autour d'une longue bobine de fil isolé. À ses côtés, Val portait la charge principale. Tous deux avancèrent sans hésitation. Le long des tunnels, des capteurs rudimentaires, bricolés à partir de vieux équipements miniers ternari, lançaient une lueur bleu pâle. Lorsque la pression dans la neige changeait, ils clignotaient en rouge. Chaque alerte était transmise à l'équipe de Jarn, qui exploitait désormais un point relais rudimentaire mais fonctionnel au cœur du système de caverne nord. Ils n'avaient plus besoin de structure de commandement. Ils avaient le rythme. La 3e nuit, les bricoles avaient cessé de pousser. Ils commencèrent à creuser. Des tranchées peu profondes, rugueuses et laides, apparurent le long de la crête extérieure, ni alignées pour l'attaque, ni conçues pour le mouvement. Juste des tranchées, inégales, peu profondes, désespérées. Leur commandant, incapable de comprendre ce qui les traquait, avait cessé toute planification. Il s'était mis à attendre. Quand les humains l'aperçurent sur les drones, Bren laissa échapper un soupir entre ses dents. Il ne pousse pas. Non, dit Danner en fixant l'écran. Il se cache. Et c'est nouveau. Danner hocha la tête. Ce qui signifie que ça marche. À l'aube, l'un des capteurs s'illumina d'un rouge vif près du puits et effondré. Tarek l'atteignit le premier, fusil au poing, le cœur battant. Rien ne bougea. Il s'accroupit,
examina la neige, puis fouilla dans son manteau et en sortit une fusée éclairante. Elle n'était pas conçue pour la lumière. Elle émettait un rythme codé, 3 courtes, 2 longues, le langage silencieux que les humains leur avaient appris. Quelques secondes plus tard, Malik apparut de derrière un affût camouflé. Il ne dit rien, hocha simplement la tête, puis disparut à nouveau dans le vent. Tarouk sourit faiblement. Il n'était plus étudiant. Ce soir-là, Danner se tenait au centre de la salle des cartes, les lanternes projetant des lueurs oranges sur la pierre. La pièce était vide, à l'exception de lui et d'une table pleine d'épingles rouges. Chaque épingle marquait un endroit où le brécal avait tenté d'avancer. Chacune marquait un endroit où elles avaient été brisées. Il tendit lentement la main, en retira une et la laissa tomber dans une boîte. La guerre ne consistait plus à tenir un territoire, mais à ronger la machine jusqu'à ce que les engrenages se brisent. Elle était déjà fissurée, et lorsque la suivante tomba, dans la cabine, le bruit résonna comme un engrenage qui dérape. L'ordre fut donné avant le lever du soleil. Pas de briefing, pas d'appel au moral, juste une transmission discrète du groupe de communication de Danner à 6 équipes de pompiers disséminées dans la vallée. Début des coupures. En quelques minutes, des mouvements coordonnés se déployèrent sous les crêtes encombrées de neige. Des unités humaines avancèrent à travers des ravins cartographiés par les éclaireurs Tanari, flanquant les stations relais Brécal connues. L'équipe au sol, commandée par le sergent Cohen, perça la première position par une détonation contrôlée. 3 charges placées contre un pylône de communication s'enfoncèrent dans le pergélisol. L'explosion fut atténuée par la neige, mais précise. À l'intérieur du dôme relais, 2 officiers bréoles eurent à peine le temps de se retourner que l'équipe de Bren les neutralisa à coups de projectiles subsoniques. Ailleurs, Danner, accompagné de ses 4 hommes, traversa un conduit d'eau ternari effondré, servant désormais de couloir d'infiltration. Nurek ouvrait la marche, le regard scrutant la zone en mode superposition thermique. Les murs tremblèrent légèrement, tandis qu'une explosion lointaine résonnait dans les tunnels. Relais est en panne, rapporta Cohen par radio. Recherche d'unités de contre-attaque. Aucun mouvement pour l'instant. Ils dorment encore, répondit Danner. Qu'ils se réveillent et voient ce qui manque. En milieu de matinée, 3 avant-postes bricoles ne répondaient plus aux signaux de commandement. Des unités de charognards Tarnari, escortées par des fusiliers jumelés du 9 régiment, commencèrent à ratisser chaque site. Ils pilèrent tout. Noyaux d'énergie, munitions non utilisées, plaques de blindage intactes, cellules énergétiques, et même des morceaux de blindage exosquelettique pour barricades improvisées. Yarn s'accroupit près d'une console brisée et força un conteneur de ravitaillement scellé avec une lame de briseur. À l'intérieur se trouvaient des stimulants de combat, encore froids grâce à la mousse de conservation. Il les passa à Val, qui les rangea sans un mot dans sa sacoche médicale réutilisée. Dehors, de la fumée s'élevait de ce qui restait de l'avant-poste de Brakal. Les yeux des Ternari ne bronchèrent plus. Ils étudièrent, notèrent et s'avancèrent. Yarn gratta un autre chiffre sur le côté de son arme. Val ne demanda pas ce que cela signifiait. Il le savait déjà. Dans le secteur nord-ouest, le spécialiste Eden s'arrêta sur un scan tactique et fronça les sourcils. Secteur nord-ouest, le spécialiste Eden s'arrêta sur un scan tactique et fronça les sourcils. Nous avons une colonne bricole qui change de direction. Mouvement sud-est. Le schéma semble erroné. Cohen se pencha, observant le flux. Pas de regroupement? Eden secoua la tête. Il se replie, une unité après l'autre. Même pas de couverture pour la retraite. Comme s'il s'attendait à être touché et s'en fichait, Cohen a appuyé sur son micro pour confirmer le flux en direct de la piste de Desert Ridge. Les signatures thermiques marquent les pertes de signal. À la tombée de la nuit, les Brakal étaient en pleine retraite sur 3 secteurs. Ce qui avait été des lignes d'assaut coordonnées était maintenant fragmenté, se repliant vers des positions de repli qui n'avaient plus de valeur stratégique. Ils ont laissé leur matériel derrière eux. Dans une zone, ils laissèrent des blessés. Et dans le secteur 4, près du pied des falaises de basalte, 2 corps de Brakal furent retrouvés soigneusement étendus, leurs armes brisées à côté. Le 3e, l'officier, était vivant mais immobile, respirant faiblement sous une bâche thermique. Ses mains étaient placées derrière sa tête. « Fais-il le mort » demanda Bren, son fusil pointé. Le soldat Halton s'approcha, les yeux plissés. « Regardez la carte thermique.
La superposition thermique vacillait. Il s'était pissé dessus il y a 20 minutes. Il ne simule rien. Dans la salle de commandement, Danner se tenait au-dessus de la carte mise à jour. Des icônes rouges disparaissaient par groupe, clignotant selon des motifs qui en disaient plus que ce que les données pouvaient montrer. Cohen entra derrière lui, retira ses gants et secoua le givre sur ses épaules. Cohen entra derrière lui, ôta ses gants et secoua ses épaules pour dissiper le givre. Désertion confirmée sur le front ouest. Nous interceptons les balises de détresse de Bracal qui rebondissent sur leur propre boucle cryptée. Pas de structure de commandement. Tous les appels sont sans réponse. Danner ne se retourna pas. Ils ont perdu leur liaison montante. Cohen acquiesça. Ou leur poste de commandement a été vaporisé. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Danner fixait la zone blanche au nord de la crête. Puis quelqu'un d'autre le fit. Ce soir-là, Danner mena une équipe d'extermination vers le sud à travers les tunnels de glace rapides et silencieux. La cible était un nœud tactique près de l'ancienne crête géothermique. Autrefois utilisé par les logisticiens de bricole pour relayer les missions des escouades, il était tombé dans l'obscurité la veille. L'équipe s'attendait à une résistance. Ils ne trouvèrent rien. Ils trouvèrent en revanche des signes d'effondrement, des racks d'équipements arrachés des murs, des cellules d'alimentation démantelées, des cœurs de données grillés de l'intérieur, mais aucun corps, pas d'armes, pas de traces d'explosion ou d'effraction. Nurek balaya le sol avec son scanner. Ils l'essuyèrent eux-mêmes. « Protocole de panique ?» demanda Cohen. « Non, dit Danner. Protocole de honte. Ils ne voulaient pas que leurs propres hommes trouvent ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Avant de partir, ils posèrent des charges dans la structure restante, puis déclenchèrent un effondrement contrôlé derrière eux. Le bruit résonna dans la chaîne du sud, tel un tonnerre lointain. À la surface, des snipers Tanari postés le long des crêtes commencèrent à repérer des bracals solitaires, errant sans but, désarmés, lents, parfois ne portant qu'un boîtier de communication ou une lame cassée. La plupart ne dépassaient jamais les 50 mètres à découvert avant d'être repérés et largués. L'un d'eux, cependant, s'approcha d'une équipe de sauvetage Ternari, les mains levées. L'éclaireur responsable, Ener, hésita. Il regarda la créature trébucher, déséquilibrée et visiblement déshydratée, sans armes, sans armure. Elle tomba à genoux dans la neige. Ener leva son arme. Le bracal leva les yeux et ne bougea pas. L'éclaireur expira, puis baissa son fusil. Il ne tira pas. Il tapota sa radio. « Commandement, ici Ener. J'en ai un actif. Aucune résistance. Bien reçu, dit Malik. Sécurisé. Étiquette. On verra ce qu'il vaut. » Lors du briefing suivant, Dana retira la dernière série d'icônes rouges du tableau. Le commandement de Bracal a disparu. Il ne reste que des fragments. Certains sont hostiles, d'autres tentent simplement de survivre. Ce n'est plus un champ de bataille, c'est une purge. Jan se tenait au fond de la salle, aux côtés de Bren et Cohen. Aucun d'eux ne parlait, ils n'en avaient pas besoin. Dané leva les yeux. On ne célèbre pas, on ne ralentit pas. On termine ça. On avance par secteur, propre, chirurgical. Bren hocha la tête. Et après, une opération chirurgicale. Bren hocha la tête. Et après, dit Danner en tendant la main vers une autre carte superposée. On tiendra jusqu'à ce que quelqu'un ose nous la reprendre. Personne dans la pièce ne détourna le regard. Il ne se défendait plus. Il chassait. Et la neige n'attendait plus les pas. Elle bougeait la première. Au 21e jour, la neige n'attendit plus pour frapper. Elle frappa la première. Le sol gronda avant que le soleil ne perce la crête. Depuis le bassin nord, d'énormes chenilles s'écrasèrent sur la roche gelée, suivies du bruit sourd des tirs d'artillerie à courte portée. Des panaches blancs jaillirent tandis que la glace craquait sous le blindage renforcé. Le Brécal était revenu, non pas par vagues, mais en masse. 6 véhicules d'assaut adaptés à la glace, bas et larges, équipés de roues pivotantes et de canons multituyaires, se déplaçaient en biseau à travers la vallée. Derrière eux, des groupes d'infanterie avançaient lentement, blindés de boucliers thermiques et équipés de projecteurs à plasma. Leurs casques rougeoyaient à travers le blizzard. Dans la salle de commandement, l'écran clignota une fois. Le regard de Danner se fixa sur l'écran central. Ça y est, Bren se pencha en avant. L'assaut final. Danner hocha la tête.
Dernière erreur. À la grille Écho 9, le cartographe Ternary Larn s'accroupit près d'une fissure enneigée et frappa 2 fois la roche. Un rythme sourd lui répondit en contrebas. Il fit signe à Henner, qui leva une fusée éclairante et déclencha un signal d'impulsion. Dans les tunnels sous la crête, Vell vit la balise briller à travers un conduit d'aération. Deuxième unité, arrêtez. Troisième, posez les détonateurs. Autour de lui, une douzaine de Ternary étaient accroupis en silence, les mains posées sur la gâchette de leurs grenades, leurs fusils en équilibre sur les genoux. Leurs armes portaient des rayures rouges sur le boîtier, certaines une, d'autres 10 ou plus. La ligne d'embuscade était en place. Au-dessus, la formation bracale avançait vers le goulot d'étranglement central, tirant des rafales de suppression dans les congères vides. Ils appâtaient les fantômes, mais les fantômes avaient des dents. La voix de Danner résonnait dans les communications de chaque unité. Tout le monde, 9e grille de sas. Nous ne reculons pas. Ils y entrent. Grille de sas. Nous ne reculons pas. Ils y entrent. Depuis la crête, Cohen regarda le premier char Bricole s'engager dans un étroit canyon, flanqué de chaque côté de remblais rocheux. La neige sur ses pentes semblait intacte. Immaculée. Elle ne l'était pas. Il appuya sur son micro. Voix de tir verte. Exécution. Aussitôt, des charges creuses encastrées sous la neige explosèrent. Exécution. Aussitôt, des charges creuses encastrées sous la neige explosèrent, projetant un mur de débris et de chaleur sur le véhicule de tête. Sa coque se fendit aux jointures, du plasma s'échappant dans un sifflement avant que la tourelle entière n'explose vers le ciel. L'infanterie Bricole titouba, rompit sa formation, et ce fut le signal. Des deux flancs, des équipes de tir humaines et Ternary surgirent. Yarn mena l'une d'elles, côte à côte avec le soldat Alton, tous deux tirant en cadence. Des rafales contrôlées percèrent les flancs exposés. Derrière eux, l'escouade d'artilleurs lourds de Malik déploya un canon électrique tripode, dont le bourdonnement s'éleva avant de transpercer un groupe de bricales comme un fil dans un parchemin. Sous terre, la deuxième vague d'infanterie bricale pénétra dans le couloir miné sous la crête centrale. Un guide Ternary nommé Tarek observa la scène à travers une lunette thermique installée sur un puits latéral, compta les bottes de plomb et frappa 2 fois la pierre. Rudy, posté au fond du tunnel, reçut le signal. Son tir toucha une cartouche enterrée, chargée de particules de sodium et de termites. L'explosion ne fit pas d'écho. Elle rugit. Le toit s'effondra, écrasant les 2 derniers chars qui tentaient de prendre le flanc par l'est. Dans le col ouest, Vaille coordonna une convergence de tirs se chevauchant depuis 3 sorties de tunnel. Les cibles étaient marquées d'un colorant vert, visible uniquement à travers des visières spécifiques. Du matériel récupéré des semaines plus tôt et réutilisé par l'équipe technique de Nurek. Chaque paire de tireurs était composée d'un Tanary et d'un humain. Ils n'avaient pas besoin de signaux manuels. Ils s'étaient entraînés les 6 nuits précédentes sans lumière, sans voix, juste en mouvement. Le feu balayait en arc de cercle, pulsant toutes les 6 secondes. Le brecal à l'intérieur du couloir s'éteignit avant de riposter. Au centre de tout cela, Danner avançait sans cérémonie dans la neige, flanqué de 2 escouades, l'une entièrement humaine, l'autre entièrement Ternary. La distinction n'avait plus d'importance. Leurs mouvements étaient les mêmes, dispersés, décalés, mesurés. Ils enjambaient les cadavres brecales et les morceaux d'armure brisés, sans un mot. L'un des blessés tendit la main vers un détonateur. Aîné le mit à terre d'un tir franc. Dana parla une fois. Continuez à avancer. Restez vigilants. C'était tout ce dont ils avaient besoin. À la 3e heure, la vallée n'était plus qu'un réseau de traînées de fumée et d'acier brisé. Des incendies vacillaient dans les tranchées abandonnées. La dernière unité avancée de Briacal tenta de se regrouper près de la crête, mais leur communication était brouillée, leur coureur partit. Dans les grottes, une alarme à impulsion retentit. Une analyse sismique confirma un mouvement. Des unités de repli bracal tentaient de creuser un tunnel derrière l'ancienne ligne géothermique. Ils essaient toujours de contourner, dit Bren. Danner étudia la carte. Puis la fit s'effondrer. L'équipe de Malik intervint dans les 8 minutes. 2 mineurs Ternary placèrent une charge de fusion dans le puits inférieur. Sous l'écho de la détonation, la température chuta de 5 degrés en moins d'1 minute. La neige s'inclina et la crête se fractura.
Rien ne s'en échappa. À 4 heures, le silence commença à s'installer sur le champ de bataille. Non pas le silence de la paix, mais celui de la conclusion. La fumée montait toujours. Des corps fumaient là où le gel rencontrait le sang, mais plus aucun feu ne provenait de la ligne Brekal. Une dernière transmission siffla sur le canal de communication ouvert. Une voix gutuleuse de Brekal, brouillée par les parasites. Commande interrompue. Signal perdu. Demande. Puis, plus rien. Dané se tenait au sommet de la crête centrale, fusil baissé, visière fendue. Autour de lui, les vestiges de la dernière poussée de Brekal gisaient éparpillés sur la neige. Certains figés en plein mouvement, d'autres gravés dans la glace. L'un d'eux avait lâché son arme en plein sprint. Elle gisait derrière lui, intacte dans la neige. Cohen s'approcha, le souffle court. Secteur dégagé. La voix de Bren lui parvint par radio. Dernier contact, confirmé neutralisé. Aucun traînard n'était détecté. Dana scruta l'horizon une dernière fois. Sa voix ne s'éleva pas. On tient bon. Pas de poursuite. Pas d'acclamation. Juste le silence des soldats qui comprenaient le prix à payer. Derrière lui, la 9e tenait sa formation. Humains et Tanari confondus. Jarn et Holton se tenaient épaule contre épaule, fusil au poing, le souffle court. Ils ne parlèrent pas. Ils ne baissèrent pas leurs armes. Ils attendirent. Non pas qu'on les reconnaisse. Une raison de les lever à nouveau. Des empreintes de bottes craquèrent sur le métal givré, tandis que le dernier vaisseau de débarquement Brakal franchissait la crête. Sa coque noircie, ses moteurs crachotants, une aile traînant de la fumée en une traînée tortueuse dans le ciel gelé. Il ne grimpa pas. Il vola à basse altitude, rasant le terrain, ses moteurs vrombissant sous la pression. Pas de formation, pas d'escorte, pas d'ordre. Depuis la colline ouest, Danner observait à travers ses jumelles. Les lentilles s'assombrissaient sous la lumière matinale. En contrebas, l'entrée de la vallée de Halver était jonchée d'armures brisées, d'équipements brisés et de cadavres de Brakal gelés, recroquevillés dans les poses de leurs morts. Certains avaient le visage brûlé par le plasma, d'autres, glacés et raides, serraient encore leurs fusils de leurs doigts morts. Le vent agitait leur corps plus que jamais. Derrière Danner, Cohen changea de position et rompit le silence. « Monsieur, devons-nous poursuivre ?» Dané baissa les jumelles, les yeux toujours fixés sur la traînée de fumée qui disparaissait à l'horizon. Ils avaient déjà reçu le message. Le relais de communication grésilla tandis que Bren ajustait l'émetteur sur la console principale, le redirigeant vers une bande d'ondes courte stabilisée. Yarn se tenait à côté de lui, les bras croisés, écoutant tranquillement. Dané rentra dans la chambre, retira un de ses gants et appuya son sceau d'identification contre le port d'authentification de la console. Le flux clignota en vert. Canal de diffusion, fréquence de l'Alliance, cryptage complet. Bren hocha la tête et recula. Dané se pencha en avant. Ici le lieutenant Gustave Danner, 9 divisions frontières, théâtre d'Elfus, au rapport. Il marqua une pause, puis reprit. Force hostile brisée. Structure de commandement local éliminée. Région sécurisée. Population réfugiée recensée. Pertes civiles minimes. Présence ennemie neutralisée. Secteur tenu. Il tapota de nouveau la console, verrouillant le message. Transmission en cours. Yarn expira doucement. Bren hocha simplement la tête. Dehors, les survivants avaient recommencé à bouger, non pas avec urgence, mais avec détermination. Les techniciens Ternari transformèrent le matériel de communication bricole en moniteur de périmètre. Une unité, dirigée par Sarat, traîna 2 noyaux de drones sectionnés vers la grotte de l'atelier, esquissant déjà un plan de relocalisation dans la neige avec un bâton de plastique brûlé. Oscar les croisa en se dirigeant vers la réserve, ralentit un instant et les observa. Il ne les corrigea pas. Il ne leur demanda pas ce qu'ils faisaient. Il hocha simplement la tête et continua son chemin. À l'intérieur de la caverne médicale, Jolene effectua la dernière rotation. Pas d'alarme, pas de cri. Juste le sifflement d'un antiseptique et le rythme du sparadrap appliqué sur la peau. Au bord de la pièce, un groupe de femmes Ternari s'avançait sans attendre les ordres, soulevant des civils blessés, organisant des caisses de provisions, renforçant les murs des abris. Un petit garçon s'accrochait à l'une d'elles à 2 mains,
serrant une couverture de campagne autour de ses épaules. Jolène observa un instant, puis sourit et passa au patient suivant. Puis il sourit et passa au patient suivant. Près de la crête, et Rudy se tenait sous une colonne de soutien fondu, une main posée sur le canon de son fusil. Il ne l'avait pas encore nettoyé, inutile. Quelques mètres plus loin, un jeune ternariste, Enel, examinait la brèche d'une carabine de fabrication humaine, désormais réassemblée avec une plaque de poignée personnalisée et une lentille optique récupérée sur un casque bracal. Leurs regards se croisèrent une demi-seconde. Rudy lança un bref regard respectueux. Aîné le lui rendit. Aucun des deux ne parla. Tous deux comprirent. Dans le couloir central, des soldats se rassemblèrent autour des caisses, vérifiant les rations, échangeant du matériel endommagé. Personne ne rit. Personne n'applaudit. Ils avançaient avec la même discipline qu'auparavant. À l'orée du rassemblement, Danner s'approcha de Tarouk. L'aîné se tenait maintenant droit, les épaules en arrière, le visage buriné mais net. Ses vêtements étaient encore rapiécés, mais ses mains étaient fermes, marquées par la poussière et les brûlures des fils électriques. Autour d'eux, d'autres ternaris s'arrêtèrent. Danner fouilla dans son gilet et en sortit un petit insigne noir, en métal mat, gravé du symbole de la 9e, un croissant stylisé, surmonté de 4 barres obliques. Il le lui tendit silencieusement. Tarek hésita, puis le prit à 2 mains. Le silence s'épaissit. Personne n'attira l'attention. Personne ne donna son autorisation. Mais la vallée retint son souffle. Puis Yarneux s'avança et plaça son fusil contre sa poitrine, en guise de salut. Val le suivit. Aîné se redressa. Les humains ne parlèrent pas. Mais, un à un, ils hochèrent la tête. Et les ternaris acquiescèrent. Il n'y avait ni formation, ni cérémonie. Mais lorsqu'ils dépassèrent les humains, ils ne furent plus considérés comme des survivants. Ils étaient les 9e. Dans la salle de relais, la console clignota. Un signal revint, crépitant, compressé, retardé. Une voix monocorde s'en échappa. Métallique, administrative. Confirmation reçue. Observation terminée. Réfugiés de Delphus. Enregistré. En attente des ordres de réaffectation. Danner fixa la console un instant, puis l'éteignit. Dehors, le vent soufflait à travers les crêtes. La neige se déplaçait. Ils avaient la vallée, ils avaient le silence, et ils étaient ensemble. C'était suffisant, pour l'instant. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez sur la carte ici ou ici pour la playlist complète. À bientôt.